Bonjour à tous et bienvenue dans le nouveau numéro de Intersection X. À 2 semaines tout pile de l'événement, toute l'équipe du Printemps numérique travaille d'arrache-pied pour notre prochaine édition de MTL Connect, la semaine numérique de Montréal, qui aura lieu du 12 au 17 octobre en mode hybride. Mais justement, comment se prépare-t-on à un événement hybride? C'est le sujet que nous aborderons aujourd'hui avec nos invités. La pandémie a touché de plein fouet de nombreux secteurs d'activité, mais probablement encore plus celui de l'événementiel. Après les événements virtuels en tout genre qui ont pointé le bout de leur nez dans notre quotidien, nous parlons désormais d'événements hybrides. Donc, comment on se prépare à un événement hybride? De quoi s'agit-il exactement? Pour répondre à cette question aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Joanny Bergeron, fondatrice et productrice chez Immersive Productions, et Walid Benjeloun, directeur général de Swapcard Canada. Bonjour à vous deux, comment allez-vous aujourd'hui? Bonjour Émilie, ravi de se retrouver. J'adore, c'est un beau début en feu, bravo, on aime ça. Moi, ça fait toujours un petit J'adore. Alors, avant que je n'oublie, parce que j'oublie toujours, l'audience qui nous écoute, qui nous regarde aujourd'hui, n'hésitez pas si vous avez des questions. On a des spécialistes avec nous aujourd'hui pour pouvoir y répondre. Comment on se prépare? Vous avez des questions précises, etc. Posez-les dans les commentaires et nous pourrons y répondre au fur et à mesure. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, moi, j'aimerais en fait que vous puissiez vous présenter rapidement votre parcours, qui vous êtes, ce que vous faites, etc. Puis, on va être galant. Du coup, on va commencer par Joanny. Super. Mais en fait, Joanny, fondatrice d'Immersive Productions, parcours, j'aime ça toujours un beau mot. En fait, ça fait presque 8 ans en fait, que j'ai créé l'entreprise Immersive, qui est vraiment une boîte spécialisée en événements sur mesure, dans le fond. On aime parler, en fait, de créer des moments authentiques. On aime parler de connexion humaine. En fait, donc, ça fait 8 ans que j'ai parti ça avec la conviction vraiment de mettre de l'avant la stratégie, la créativité événementielle. Mon souhait est vraiment, en fait, de mobiliser une industrie, mobiliser des collaborateurs, des fournisseurs pour qui, en fait, cette vision d'effet tremplin et de solutions d'affaires événementielles allait leur parler essentiellement. Peut-être qu'en fait, c'est ça, en quelques mots, je dirais que le volet expérientiel pour nous, c'est vraiment une solution d'affaires qui permet vraiment aux organisations finalement de se distinguer et de créer du contenu qu'on appelle durable dans le temps. Et c'est vraiment à travers cette vision-là, en fait, qu'on a aussi, on a créé en fait le projet collectif Accro il y a plusieurs années aussi dans cette même idée-là de vraiment favoriser la collaboration dans l'industrie, assurer du renouveau, assurer de l'innovation. Et voilà, c'est ce qui nous allume toujours chez Immersive, puis qui fait que on est bien contente de parler avec vous aujourd'hui de sujets hybrides et d'évolution des formules événementielles. Il y a plein de mots-clés que tu as mentionnés sur lesquels on va très probablement rebondir au fur et à mesure de l'émission d'aujourd'hui. Walid, explique-nous un peu plus qui tu es, ton parcours. Alors bonjour à tous, c'est un grand plaisir de pouvoir vous rejoindre aujourd'hui. Je vais parler de mon parcours, puis ça va être intéressant de voir que je vais parler en connaissance de cause par rapport à la thématique du jour. En fait, j'ai fait donc toutes mes études en France. Je suis né dans le sud de la France, à Cannes. J'ai grandi à Paris. J'ai étudié, j'ai fait une maîtrise en commerce international. J'ai différentes expériences dans le web, le marketing, l'hôtellerie. Et après ça, j'ai décidé de partir au Canada il y a maintenant à peu près 8 ans. Et depuis mon arrivée au Canada, j'ai décidé de partir à mon compte et de créer une entreprise de consulting pour faciliter en fait l'arrivée des entreprises technologiques au Canada comme cheval de Troie pour le marché nord-américain. Et ce que je me suis dit, comment aider des entrepreneurs à venir au Canada et à développer en fait leur marché sur un territoire étranger. Montréal, c'est un territoire francophone, donc aider des entrepreneurs français, ça me tenait à cœur. Et finalement, ce que j'ai fait, c'est que je me suis inscrit à un événement, le Salon des entrepreneurs à Paris. Et en m'inscrivant à cet événement, j'ai reçu en fait un email me disant prépare ton événement pour rencontrer les bonnes personnes. Et en fait, cet email venait d'une application mobile qui s'appelait Swapcard. Et cette application mobile, il y a 8 ans, était la première application de réseautage pour les événements d'affaires. Et je me suis dit, tiens, c'est vraiment intéressant. Plutôt que d'aller sur place à l'événement et d'une façon aléatoire, rencontrer et découvrir des entreprises sur place, je vais peut-être préparer mon arrivée pour essayer de savoir qui est sur place à l'événement et les solliciter avant même d'arriver. Et ce que j'ai fait, en fait, le premier réflexe que j'ai eu sur place pendant l'événement, c'était d'aller voir Swapcard et de leur dire, mais votre technologie est géniale, j'aimerais pouvoir la représenter au Canada. Ces technologies-là ne sont pas très développées, ni au Canada, ni en Amérique du Nord. Et finalement, de fil en aiguille,
Mon premier client est devenu mon partenaire, puis depuis aujourd'hui 6-7 ans, je suis un salarié, un partenaire à temps plein chez Swapcar en tant que directeur général de la compagnie. On a commencé par 2 événements au Canada, et aujourd'hui on en a peut-être 300 ou 400 à nos actifs au Canada. Et on était une équipe de 20 personnes, et aujourd'hui on est devenu quasiment 200 pour devenir un des chefs de file de l'industrie technologique événementielle. Bon, bah écoute, c'est parfait. Déjà, j'ai l'impression que tu as planté le décor sur les différents objectifs de la rencontre d'aujourd'hui. On parle d'événements hybrides. Est-ce que vous pouvez justement nous expliquer ce qu'on entend par événement hybride? Puis j'aimerais bien avoir vos 2 points de vue parce que j'ai l'impression que vous êtes un peu des 2 côtés différents, entre guillemets, de l'aspect événementiel. Joanie, qu'est-ce qu'un événement hybride pour toi? Ben, en fait, un événement hybride, pour moi, c'est vraiment la connexion de vraiment 2 publics, un qui est en présentiel, un qui est en virtuel. Et d'ailleurs, je fais toujours un peu le petit clin d'œil à ce n'est pas la même chose que faire un événement virtuel avec un plateau de tournage. Souvent, il y a une confusion ici. On parle vraiment qu'il y a des participants, en fait, qui prennent part à une expérience qui se déroule de façon présentielle et qui sont connectés à travers la programmation, à travers le réseautage, à travers, en fait, une seule et même expérience signature, finalement, par un événement. Donc, cette nécessité-là pour moi d'avoir les 2 publics connectés, non pas séparés, c'est vraiment le nerf de la guerre, en fait, des événements hybrides, c'est-à-dire qu'on ne veut surtout pas scinder 2 signatures ou 2 expériences, mais on veut s'assurer, en fait, que la marque comme telle, mais la vision aussi, les objectifs de l'organisation qui en est le promoteur, par exemple, bien, puisse vraiment transcender à travers ce qui est mis de l'avant. Puis quand on parle, en fait, d'événements hybrides, je veux vraiment insister sur la partie l'expérience participant. Nous, c'est quelque chose, en fait, dans l'ADN d'Immersive Production. On est toujours dans le avant, pendant, après. On est dans la stratégie événementielle qui va vraiment permettre d'avoir des concepts distinctifs. Mais cette notion-là prend tout son poids, en fait, dans le contexte des événements hybrides parce que, d'un côté, on demande à des gens de faire l'effort de se déplacer à un événement. Donc, de vraiment, dans le contexte actuel, en plus, de dire, bon, mais qu'est-ce qui va faire en sorte, c'est quoi ma valeur ajoutée à me rendre sur place? Si je suis pour vivre la même expérience qui m'est proposée en virtuel, il n'y a pas de plus-value comme telle. Et vice-versa, pour le virtuel, ben, c'est quoi les avantages aussi, en fait, de vivre cette expérience-là différente? Donc, pour moi, l'événement hybride, c'est quelque chose qui va perdurer dans le temps. On maximise vraiment la stratégie de contenu. On maximise, en fait, de pouvoir récupérer du contenu qui va vivre plus longtemps aussi par la suite, qui va rapprocher, en fait, une marque de sa cible plus facilement. Et on est dans la nécessité de prendre le pouls aussi, de bien connaître, en fait, Walid, je m'excuse, je dis le mot persona avant toi, mais de bien connaître ces personas, en fait, puis de vraiment avoir une connaissance approfondie de ce qui va les motiver, finalement, à prendre part à ce type d'événement. Donc, voilà. Effectivement, puis en fait, c'est difficile d'avoir une définition unique du hybride si on veut aussi simplifier les choses. Les acteurs du hybride depuis toujours, c'est par exemple les événements culturels ou encore les événements sportifs. Une game de soccer, un match de tennis, les Jeux Olympiques. On a une expérience qui est immersive au niveau présentiel et le monde entier est connecté virtuellement pour suivre l'actualité. Donc, au final, tout dépend en fait de l'expérience qui est promise tant au niveau virtuel que présentiel. Dans le monde des affaires, on peut aussi prendre des exemples comme des keynotes, Airbnb, Apple ou encore d'autres compagnies qui depuis toujours lancent leurs produits en présentiel et en même temps virtualisent en web diffusion ce format présentiel auprès de tous les utilisateurs. On appelle ça des user conference. Donc en fait, c'était déjà prêt, c'est pas nouveau. Par contre, dans cette nouvelle génération événementielle, aujourd'hui, on commence à faire des vrais événements hybrides. Donc, 2021 est une année, on va dire, de format hybride pour l'industrie. Ça se vulgarise. Il y a différentes typologies d'événements, différentes façons d'imaginer le hybride. Il y a des opportunités incroyables parce que maintenant, on peut créer des événements sans frontières. Quand on pense au Canada, aujourd'hui, au Canada, on n'a pas d'événements de 50 000 participants comme dans d'autres pays. Par contre, l'opportunité du hybride nous permet d'avoir 2000 personnes en présentiel quand les règles vont s'assouplir un petit peu plus. Et par contre, ça sera nos limites au niveau du virtuel. Donc, au niveau du développement d'affaires, au niveau de n'importe quelle industrie, c'est vraiment primordial de mettre en avant les opportunités. Et aussi, d'un autre point de vue, je veux dire, il y a aussi une question des coûts à maîtriser pour le hybride, pour les planificateurs. C'est des sujets importants à pas oublier parce qu'on veut
On veut avoir une expérience incroyable, mais il faut aussi avoir une bonne maîtrise des coûts. Donc, c'est repenser sa stratégie de commandite, c'est repenser son modèle d'affaires. Donc, c'est plein de choses qui font que il y a des ralentissements, il y a des entreprises qui meurent, il y en a d'autres qui sont nés du virtuel et qui vont faire du hybride parce qu'ils sont nés du virtuel, virtual native. Donc c'est très intéressant de voir ce qui se passe dans le monde de l'événementiel, dépendamment des typologies d'événements. Un salon, c'est pas pareil qu'une conférence, c'est pas pareil qu'un congrès ou qu'un événement de réseautage basique. Donc c'est tout ça à prendre en compte. C'est une grosse salade qu'il faut organiser, puis on y arrive lentement mais sûrement. C'est marrant l'histoire de la grosse salade parce que concrètement, on est un événement de conférence avec MTL Connect, on est aussi un événement de réseautage. Donc, et l'objectif, c'est vraiment qu'on arrive à créer une expérience qui soit mémorable, autant pour le participant qui soit en virtuel que pour le participant qui soit en présentiel. Donc, Joanie, je t'ai coupé la parole, mais je trouvais ça intéressant en fait, l'image de la salade. Oui, j'adore. Dans cette image de salade, d'abord, je vais continuer. Non, mais en fait, moi, ce que j'allais dire, c'est que par rapport aux événements hybrides, comme tu l'as dit, Walid, effectivement, il y a différentes définitions, différents degrés aussi. Ça dépend comment une organisation se l'approprie. Mais pour moi, il y a vraiment un objectif d'affaires qui doit savoir, comme pour les événements virtuels, les événements présentiels, mettons qu'on oublie 2 secondes d'écart la COVID, ou les événements hybrides, il y a une raison d'être d'affaires en arrière, de créer à la base un événement, puis après déterminer c'est quoi la meilleure formule, dans le sens que pour les événements de tourisme d'affaires, des événements corporatifs qui sont nationaux ou internationaux, comme Walid le mentionnait, c'est hyper payant, en fait, à tous les niveaux. Je ne parle pas juste monétairement, mais aussi en termes de contenu, de proximité, de développement de marque, parce que là, tu peux rejoindre un public complètement différente, tu vas avoir un nouveau modèle d'affaires aussi à ce niveau-là. Mais dans d'autres contextes, à plus petite échelle, est-ce qu'on parle d'événements hybrides? Si on parle plus d'un événement qui est 100% présentiel avec une captation qui est seulement mise après ça sur écoute quand les gens le voudront. Fait il y a toutes ces nuances-là, je pense qu'il faut tenir compte aussi dans le modèle d'affaires des organisations qui en ce moment ont quand même beaucoup de questions à se poser finalement là, pour s'y retrouver. C'est un point très intéressant, Joanie, en fait, parce que il y a beaucoup d'industries qui se plaignent en ce moment des restrictions. C'est très compréhensible. Le tourisme d'affaires est très touché. Il y a beaucoup d'acteurs de l'industrie qui se plaignent des difficultés, des restrictions qu'ils ont dans leur industrie plutôt que dans d'autres. Mais le virtuel permet de conserver une certaine notoriété, construire la marque, reconstruire, repenser la marque, c'est très important, le temps que la situation s'assouplisse. Donc, si les grandes industries ne bougent pas, ne se virtualisent pas, n'animent pas des communautés, pas simplement dans des événements, mais tout au long de l'année, bah forcément, ils vont perdre au change. Il y a une énorme opportunité aujourd'hui grâce au virtuel. Il y a une traction mondiale. Il faut en profiter. Il ne faut pas rater le momentum. Il y a des industries qui en ont profité énormément et d'autres qui n'ont pas su prendre l'opportunité, dépendamment des pays, etc., des politiques qui sont mises en place. Mais globalement, je trouve que l'humain a bien réagi. Tout à fait. C'est intéressant en fait parce que là on est en train de couvrir pas mal justement l'aspect stratégique d'un point de vue organisateur, événementiel, etc. Et je laisse la discussion se poursuivre volontairement parce qu'à l'intérieur de notre communauté, de notre écosystème, on a aussi des acteurs de l'événementiel et c'est important pour nous aussi qu'on puisse partager ces apprentissages-là. Mais j'aimerais qu'on rentre un tout petit peu plus dans le vif du sujet puis que on se mette davantage du côté participant. Puis peu importe quel type de participant, parce qu'il y a le participant qui va être là seulement entre guillemets, pour consommer peut-être du contenu ou participer en tant que tel, mais on a aussi des intervenants qui sont aussi des participants, on a aussi des exposants et des partenaires qui sont aussi des participants. Donc, comment justement, avec ces différents personas-là, on est en mesure de pouvoir se préparer de manière optimale à un événement, parce que, puis Walid nous l'a bien présenté dans sa présentation, petit témoignage du début, une bonne préparation est toujours nécessaire. Un événement présentiel, si tu vas les mains dans les poches et que tu n'as rien préparé d'avance, oui, tu as une chance sur 1000 personnes ou 2000 personnes de rencontrer la personne que tu as vraiment besoin de rencontrer ce jour-là. Alors que si tu t'es préparé, tu vas savoir exactement où est-ce qu'il va être, etc., vers quelle heure, etc., etc. Donc, comment on se prépare à un événement hybride? Comment est-ce que ça fonctionne? J'imagine on se prépare en amont. Est-ce que dès le dernier jour de la conférence, nous en l'occurrence, est-ce qu'à la fin de la dernière conférence, ça y est, c'est fini, il ne se passe plus rien? Ou est-ce qu'il y a encore d'autres choses qui continuent après? Quelles sont les meilleures pratiques? On a donc, pour ceux qui ne le savent pas, MTL Connect, on est évidemment avec Swapcard cette année. L'année dernière, on l'était déjà. Cette année, on renouvelle l'expérience. Donc, comment justement on peut utiliser la plateforme, les outils qui sont mis à la disposition des participants
pour pouvoir se préparer le mieux possible à un événement hybride? Moi, je vois simplement un message de Yves, une question de Yves. J'ai envie de rebondir là-dessus. Est-ce que je peux ou pas? Ah, tu peux tout à fait. Tout le monde est libre avec moi. Parce que Yves parle de tout ce qui est production, activité culturelle, multidisciplinaire. En fait, on a fait beaucoup d'événements cette année dans le domaine culturel. Pourquoi? Parce que le domaine culturel a été très touché. Pas de spectacle et le culturel, c'est quand même très important pour le moral des gens au quotidien. Et en fait, ce qu'on a remarqué, c'est que la connectivité entre les personnes qui participaient à ces événements, on parle du festival Rideau, Cinar ou d'autres à travers le monde qui ont utilisé notre plateforme, je parle de ce que je connais, les statistiques de réseautage étaient incroyablement élevées, plus fortes que n'importe quelle autre industrie. Pourquoi? Parce que les gens étaient privés de se voir physiquement. Donc, ils avaient cet intérêt de se rencontrer entre eux, de faire des appels vidéo virtuellement, de pouvoir faire des ateliers créatifs, mais surtout de pouvoir peut-être booker entre des artistes et des producteurs des tournées dans les années à venir pour rattraper le retard. Donc ça, c'est vraiment un point hyper important que je voulais souligner. C'est pas que l'industrie des affaires, c'est pas que le domaine des affaires, ça touche toutes les industries. Mais je te laisse rebondir, Joanie, sur la question initiale d'Émilie. Donc, la question initiale était comment un participant peut se préparer le mieux possible à un événement hybride? Parce que là, on voit qu'on peut y participer soit d'un point de vue virtuel, soit d'un point de vue présentiel, peut-être même les deux, parce que c'est pas tous les participants qui vont venir en présentiel, qui vont y être toute la semaine non plus. Donc, comment on se prépare à ça? J'ai personnellement quelques petites idées, mais j'aimerais qu'on puisse creuser davantage la question ensemble aujourd'hui. Oui, en fait, j'ai une réponse à deux côtés, c'est-à-dire que pour moi, cette préparation-là, même d'être dans la peau du participant, se fait pour moi de façon intrinsèque avec l'organisation aussi. C'est-à-dire que vu que c'est vous qui poussez la communication, qui poussez l'expérience participant, qui encadrez et accompagnez le participant, la préparation, pour moi, se fait un peu des deux côtés. Donc, premièrement, je dirais que c'est sûr que ce qui est intéressant avec la formule, en plus, MTL Connect de cette année, mais même de façon générale, les événements hybrides, c'est que les gens peuvent, via exemple l'application, vraiment personnaliser leur parcours. Donc, de choisir un peu aussi le type de thème qui les intéresse, de se renseigner sur la programmation. Il y a tout le volet aussi de communauté qu'Olide parlait tout à l'heure, dans le fond. Donc, cette préparation-là de réseautage aussi qui va assurer, en fait, de maximiser les contacts qu'on y fait. Mais surtout aussi, moi, au-delà des contacts, pour moi, il y a une question d'apprentissage, il y a une question d'appropriation du contenu. On voit beaucoup que les statistiques aussi dans les événements hybrides, entre autres, quand on ne cherche pas qu'à avoir du contenu unidirectionnel, voilà, mais on cherche vraiment à ce qu'il y ait un échange avec le participant. Puis pour moi, ça part même de la préparation. Donc, vraiment de pouvoir avoir une application, j'allais dire à la Walid, à la Swapcard, qui permet vraiment de rassembler toute ton expérience présentielle, virtuelle, mais surtout qui t'accompagne pour moi dans les thèmes dans lesquels quelle bonne personne rencontrer, en fait, essentiellement, puis vraiment dire, bien, selon ton type à toi de personne, ce qui t'intéresse, ben, on va vraiment venir te pousser du contenu adapté, personnalisé. Je pense qu'elle est là la force de la préparation, en fait. Je sais pas si exact. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Est-ce que tu peux approfondir davantage? Puis là, on va parler pour le coup de Swapcard, de ce qu'on connaît tous les trois, vu que on est tous ensemble autour d'un même événement. Mais c'est l'utilisation de Swapcard. Nous, en tant qu'organisateurs, on a essayé de l'utiliser de manière à guider effectivement le participant et à l'inviter à se préparer le plus possible. On a beaucoup travaillé aussi sur une page pour les inviter à préparer leur expérience, dépendant surtout en fait de leur objectif de participation. C'est-à-dire qu'en tant que participant, peu importe que tu sois un intervenant, un partenaire ou quoi que ce soit, tu as un objectif de participation. Nous, on en a identifié 4 cette année. Donc, soit pour faire du développement d'affaires, soit pour agrandir son réseau de contacts, soit pour apprendre et découvrir, donc à travers le contenu, soit pour venir trouver de nouveaux talents. Donc, dépendant ces 4 objectifs-là, dépendant pourquoi tu viens à MTL Connect, on a mis de l'avant les outils que l'application ou la plateforme Swapcard nous permettait justement de répondre et de nous aider à remplir ces objectifs-là. Donc, quels sont ces outils-là, Walid? Est-ce que tu peux brièvement nous expliquer? Parce que ça va être des choses, je sais très bien qu'il y a des choses que vous êtes les seuls à proposer, mais il y a des choses qu'on va retrouver dans d'autres aussi plateformes d'événements. Globalement, qu'est-ce qui fait vraiment partie des bonnes pratiques et des outils les plus performants à utiliser pour pouvoir bien se préparer?
Bah, c'est génial. Là, tu viens de résumer déjà quelque chose de très important, c'est comment dessiner l'expérience du participant au niveau de ses besoins de rencontre. Parce que c'est pas simplement faire du business, développer son réseau, c'est beaucoup d'autres choses. Et en fait, nous, d'un point de vue technologique, d'un point de vue produit, ce qu'on propose déjà, c'est qu'on utilise de l'intelligence artificielle pour te faire des recommandations. Pas simplement rencontrer les bonnes personnes, mais être connecté au bon contenu, aux bons produits, aux bons services, parce qu'on a une fonctionnalité de marketplace. Ça peut être aussi des bonnes offres d'emploi par des recruteurs qui postent des offres d'emploi. Et en fait, cette recommandation, elle évolue avec ce qu'on appelle du machine learning et en fonction de ton comportement dans la plateforme. Si tu réseautes avec tel type de personnes, on va te recommander d'autres personnes. Tel type d'entreprise, on va te recommander des entreprises similaires qui ont des séances de coaching similaires à offrir ou de l'accompagnement similaire ou des produits similaires à offrir. Donc, il y a tout cet environnement-là. À travers cet environnement, que ce soit un événement virtuel et ou présentiel, je peux te faire une demande de contact avant l'événement, une demande de rencontre. Si tu acceptes la rencontre, on va avoir une rencontre spécifique virtuellement en appel vidéo intégré à la plateforme ou en présentiel parce qu'on peut choisir le lieu de la rencontre. Donc en fait, la technologie aujourd'hui, de manière générale, nous offre toutes les possibilités au niveau expérientiel. Mais si le planificateur ne prédéfinit pas l'expérience de chaque persona, il est difficile de bénéficier du plein potentiel de la plateforme. Et après ça, il y a comment on communique l'expérience. Donc là, tu viens de me dire qu'en fait, vous avez dédié une page qui communique l'expérience parce que on guide le participant. Donc ça, c'est primordial. Et en fait, ce qui se passe, qu'on a remarqué par rapport à nos statistiques, c'est que on a fait des rapports et 40% du réseautage s'effectue avant que l'événement commence. Ouvrir la plateforme une semaine ou 2 semaines avant, c'est très important. Pourquoi ? Parce que pendant l'événement, alors déjà que ce soit un événement virtuel ou présentiel, c'est épuisant de participer à un événement, surtout si on ne l'a pas préparé. Parce que si on le prépare, on va mettre l'énergie au bon endroit. Si on ne le prépare pas, on va être partout, puis finalement, on ne va pas faire grand-chose. Alors, l'objectif, c'est de focaliser exactement le contenu est roi. Donc, si le contenu est important pour que je puisse me former, pour que je puisse interagir, donc tous les typologies de contenu, les tables rondes virtuelles, les ateliers créatifs. D'ailleurs, Immersive Production propose des idées exceptionnelles à ce niveau-là. Aussi, tout ce qui est live ou les vidéos donc à la demande qui sont disponibles parce que j'ai pas le temps de voir tout le contenu, j'ai une vie, j'ai un travail, j'ai une famille, donc je peux pas participer à 100% d'événements. Par contre, ce que je peux faire, c'est profiter du meilleur selon mes besoins. Au niveau du contenu, donc il y a 3 piliers. Le contenu, le réseautage avec tous les types de connectivité possibles et le divertissement. Le divertissement, c'est aujourd'hui ce qui attire et ce qui permet de souffler, les séances de yoga, de fitness, des magiciens, des performeurs pour l'expérience virtuelle parce que c'est plus difficile d'attirer les gens et de les amuser virtuellement que de les amuser en personne comme à CD Montréal où on fait un tour de manège ou une rencontre sur un bateau. Donc c'est ça en fait. Il faut vraiment mixer les expériences, mais encore une fois, la préparation, elle est basée sur ces 3 piliers. C'est hyper intéressant parce qu'en fait, ça veut dire que déjà, il faut se bloquer du temps pour pouvoir participer à un événement. J'ai l'impression que l'année dernière, on est tellement tombé à la renverse quasiment dans le monde des événements virtuels que les gens étaient submergés, c'est-à-dire qu'ils étaient inscrits à un événement mais ils n'avaient pas bloqué de temps pour pouvoir y participer. Moi la première, je veux dire, je me suis inscrite à des événements mais à côté de ça, ton travail continue de rouler, ta famille continue de rouler, tu as des réunions, tu as des coups de téléphone, tu as tout ça. Alors que quand, j'ai l'impression, autrefois, quand on était en présentiel, c'était inscrit dans ton agenda, je suis pas là, je suis pas au bureau, donc oui, exceptionnellement, je vais répondre au téléphone, mais tu n'avais pas booké de rencontres. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'on a essayé au fur et à mesure d'éduquer, entre guillemets, les participants, les futurs participants, et c'est pour ça que on ouvre la plateforme MTL Connect lundi prochain, le 4 octobre. Donc, notre événement commence le 12, mais la plateforme ouvre le 4, de manière justement à ce qu'on puisse déjà identifier, planifier d'avance des créneaux horaires en allant s'inscrire soit dans les différentes sessions de contenu qui nous intéressent, si on est là pour le contenu, soit en booking justement déjà des rencontres avec des participants qu'on aimerait pouvoir rencontrer. Et ça, on peut le faire qu'on soit un participant virtuel ou qu'on soit un participant présentiel, parce que la magie de la chose, c'est que la même plateforme ou la même application nous permet de pouvoir
booker des rencontres, soit dans des lieux présentiels, soit en ligne, en visioconférence. Donc, l'objectif, et je rebondis là-dessus, c'est que effectivement, il faut qu'on identifie pourquoi on est là, et ensuite que on dédie suffisamment de temps et de proactivité dans cet événement-là. J'ai l'impression que l'année dernière, on subissait, entre guillemets, davantage les événements virtuels parce qu'on n'était pas préparé. Tu peux le dire, on a bouffé du virtuel, voilà. tu peux le dire. Bon. Donc, on les a subis, clairement, on les a subis parce que c'était très passif. Il n'y avait pas ce côté, justement, peut-être interaction ou quoi que ce soit. Et ça, c'est quelque chose que, justement, une plateforme comme Swapcard nous permet de réaliser parce que on a la possibilité d'interagir pendant le contenu, pendant les conférences, de s'inscrire à des ateliers, d'avoir des tables rondes dans lesquelles on peut participer, on peut même apparaître à l'écran, dépendant du type de table ronde, je vais y arriver, que l'organisateur a sélectionné pour certaines sessions ou autres. Donc, on peut vraiment prendre pleinement part à l'expérience, à l'événement, et d'un point de vue présentiel, du coup, on n'est pas non plus délaissé, entre guillemets, parce que souvent, on se dit, ouais, mais si je suis juste en virtuel, du coup, je ne suis pas sur place. C'est sûr que sur place, puis je vais en profiter pour répondre à la question, justement, de Maximilien qui va apparaître, comment on participe à MTL Connect en présentiel. Donc, on va afficher, je ne sais pas qui, à la régie, va pouvoir inscrire le lien vers la billetterie. On a la possibilité donc de sélectionner un billet VIP. C'est vraiment une expérience VIP qu'on offre à MTL Connect cette année pour pouvoir vivre l'événement en présentiel. Mais on n'est pas délaissé pour autant si on le vit seulement d'un point de vue virtuel, parce qu'on va avoir accès au même type de... Mais déjà, on va avoir accès au même contenu. On va avoir accès aussi aux mêmes participants parce que tout le monde doit être inscrit sur Swapcard, sur la plateforme, pour pouvoir rentrer à l'expérience VIP qui est proposée aussi, parce que justement, d'autant plus en ce moment avec les restrictions sanitaires qu'on a, on utilise les outils technologiques de manière à pouvoir garantir la meilleure sécurité possible aux participants en ayant une jauge qui soit tenue et vérifiée aux participants prêts grâce justement à l'outil technologique qui est là. Mais tout ça pour dire que qu'on soit en virtuel ou présentiel, on va avoir le même type de participation et la même possibilité de pouvoir connecter, découvrir des technologies, découvrir du contenu, interagir avec des intervenants et faire en sorte en fait d'atteindre ces objectifs. Donc, et c'est là où l'aspect préparation, je trouve, est très important. Puis c'est pas c'est pas un coup de dé qu'on a lancé d'ouvrir la plateforme le 4 octobre, c'est parce qu'on a justement utilisé les datas qu'on a pu avoir la chance d'obtenir depuis l'année dernière pour pouvoir permettre aux participants de leur donner les meilleures pratiques. Donc, je vois qu'on n'est pas à côté de la plaque, donc c'est très rassurant. Puis c'est aussi, en fait, cette idée de préparation là, dont tu mentionnais, c'est que pour moi, ça vient impacter. Là, c'est un événement, si on prend MTL Connect, qui dure quand même sur 4 jours, qui est international, qui a du contenu. Qui dure même 6 jours, en fait, parce qu'on a une programmation artistique en plus, mais non. 4 jours intensifs, contenu, conférentiel, etc. Mais dans la mesure, ce que je veux dire, c'est que cette idée de préparation, c'est il y a je trouve qu'en ce moment, dans l'industrie, il y a comme deux volets. Soit que les gens vont faire des événements plus courts en virtuel, puis ils vont décloisonner plusieurs moments dans une semaine, par exemple, ou dans le mois, qui permettent de garder l'attention des gens, de pouvoir mieux nicher le contenu. Ou justement, comme MTL le fait, c'est d'offrir vraiment une panoplie par thème, par sujet, par raison d'intérêt, en fait, mais de s'assurer à ce moment-là qu'en personnalisant, en préparant ton événement, c'est peut-être pas les 4 jours, c'est peut-être une journée et demie, c'est peut-être 2 heures par-ci, par-là qui va intéresser la personne, mais qui va faire qu'au moins ça va être bloqué à l'agenda, que l'attention va être là et que sa préparation fait en sorte qu'elle va vraiment y participer finalement et non pas l'écouter sur le côté avec une oreille à moitié. C'est clairement ça l'objectif parce que tu vois, dans les post-mortem de l'année dernière, c'est des éléments qui sont revenus de la part d'exposants ou de partenaires ou autres où on a invité des gens, mais ils n'ont pas forcément réagi, répondu ou quoi que ce soit, même si on a eu d'excellents chiffres quand on voit l'étude Léger Marketing de l'année passée. Mais il faut être en fait proactif. On ne peut pas être passif dans un événement qui est hybride en fait. Parce que même la portion présentielle, on va être moins nombreux que d'habitude évidemment cette année. On va avoir en matinée ou en après-midi jusqu'à 125 personnes qui vont être avec nous. Mais si on n'est pas préparé et si on ne répond pas aux demandes de rendez-vous, aux demandes de rencontres, de connexions ou quoi que ce soit, on passe en fait à côté de quelque chose pendant l'événement. Donc c'est là aussi où la technologie est importante et on a cette chance justement que Swapcard puisse nous aider
à faire le lien, le pont entre les deux types d'expériences de l'événement, c'est-à-dire qu'en utilisant une seule application, une seule plateforme, on a la possibilité de vivre pleinement l'expérience, qu'on soit en présentiel ou pas, parce qu'on va avoir la liste des personnes qu'on a rencontrées, on a la possibilité de prendre nos rendez-vous, on a la possibilité, et en fait même l'obligation pour les participants VIP de s'inscrire aux différentes sessions qui les intéressent, de manière à pouvoir garantir leur place. En fait, je veux souligner un point très très important justement sur cette préparation parce que et sur la partie proactivité en fait plus. On le voit bien, je vais faire un parallèle avec LinkedIn. Sur LinkedIn, on voit bien qu'il y a des gens qui vous sollicitent, ils vous envoient des emails, vous ouvrez même pas le email, vous savez que c'est un message sponsorisé, on essaye de vous vendre quelque chose. Ou dans la vraie vie, vous rentrez dans une boutique de souliers, puis finalement, on vous dit, est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Vous allez répondre quoi? Automatiquement, non, je veux juste faire un tour. Donc, en fait, c'est un petit peu préparé pour le réseautage lors d'un événement. Virtuellement, je vais envoyer une demande de contact à une personne, mais ce qui compte, en fait, c'est plus qu'est-ce que j'ai à vous apprendre, l'apprentissage collaboratif. J'aimerais vous rencontrer parce que j'aimerais qu'on discute d'un sujet précis. Pendant une conférence, poser des questions pertinentes. Ça, c'est un point hyper important parce que si les gens et l'audience qui est inscrite, parce que sur la plateforme, on voit qui participe à quelle conférence, donc on a une vue sur ce qui se passe. Et c'est des opportunités de réseautage par le contenu. Si je pose des questions pertinentes, forcément, je vais attirer l'attention. Les gens vont voir que peut-être j'ai une expertise dans tel ou tel domaine. Ça va leur donner envie de revenir vers moi pour discuter. Donc, la proactivité, elle se fait pas que de personne à personne. Elle se fait dans des ateliers, dans des questions de conférences et dans d'autres types de stratégies comme ça qui paraissent très intéressantes. Et la deuxième chose que j'aimerais dire aussi là-dessus, c'est le fait que tout le monde, on en parlait tout à l'heure, est bouffé du virtuel. En fait, c'est que finalement, ça a organisé pas mal de monde sur comment travailler à distance. Cette connaissance, on s'est adapté à comment travailler efficacement à distance. En fait, tout le monde a eu de nouvelles compétences informatiques depuis ces derniers mois. Donc finalement, le fait que certaines personnes qui sont plus des seniors, qui ont moins l'habitude d'utiliser des ordinateurs ou des applications mobiles, ils ont dû être forcés d'utiliser des applications mobiles pour être sur WhatsApp avec leur famille à distance. C'est la même chose. Aujourd'hui, pour participer à un événement, peu importe son âge, il y a une façon, vous en tant qu'organisateur, d'éduquer votre écosystème, peu importe son âge, sa catégorie socio-professionnelle, enfin bref, c'est là où je veux en venir, c'est que on va être de plus en plus efficace. On l'est déjà aujourd'hui, on le sera encore plus demain, et à toutes les échelles. C'est sûr que oui, on a un rôle à jouer d'éducation et de participation et d'objectivation aussi des participants. C'est un travail de longue haleine parce que c'est quelque chose qu'on a déjà essayé depuis l'année dernière, etc., qu'on essaye d'autant plus cette année. On a en plus un défi supplémentaire cette année, parce qu'organiser un événement hybride, ça veut dire qu'on a des restrictions, on va dire technologiques, entre guillemets, pour la partie en ligne, mais aussi sanitaire. Puis on voit la question justement qui est posée en ce moment pour la partie présentielle. Donc c'est sûr que oui, il y a tout cet aspect éducationnel qui est là, et on a essayé de développer les outils spécifiques justement pour ça, pour permettre aux participants de se préparer convenablement et justement d'aller bloquer du temps, etc., pour ne pas bouffer ou subir quelque chose. Alors, pour répondre à la question, comment mélangez-vous expérience présentielle, réseautage en personne et restrictions Covid-19 ? Donc, on respecte évidemment les restrictions qui sont données par les indications en tout cas à suivre qui sont données par le gouvernement du Québec. Donc, nous sommes limités à 125 personnes par moment donc présentiel, VIP, donc le matin et l'après-midi. On a une escouade sanitaire aussi pour la portion présentielle qui est là. Donc après chaque rendez-vous, chaque conférence, chaque atelier, on fait sortir tout le monde très gentiment, on vient tout désinfecter, on fait re-rentrer les personnes qui se sont inscrites, etc. Donc, il n'y a pas d'inquiétude, il y a des activités, il y a aussi quand même des choses à faire pendant ce temps-là, donc ça va être quelque chose de très fluide. Mais l'objectif, c'est clairement que l'on puisse continuer de réseauter et de vivre une expérience en présentiel, donc pour les participants VIP, en toute sécurité évidemment, malgré le Covid. Donc le passeport sanitaire aussi va évidemment être obligatoire, on n'a pas le choix, on est dans un espace fermé aussi. Donc le port du masque, etc. Donc toutes les restrictions qui sont actuellement en vigueur au Québec, on les respecte pas le plus possible. En fait, on les respecte au pied de la lettre de manière à pouvoir offrir la meilleure expérience possible.
Donc, justement, la partie présentielle dans tout ça, comment on optimise sa participation lorsqu'on est en présentiel? On a déjà indiqué un petit peu ces éléments-là. Est-ce qu'on utilise des technologies? Est-ce que c'est une question d'équilibre entre les deux? Joanie, comment tu peux peut-être nous aiguiller davantage? Parce que c'est un petit peu plus ton dada, ce côté-là. En fait, juste, je vais répondre à cette belle question. Juste revenir 2 petites secondes en arrière. On a parlé beaucoup de préparation, on a parlé beaucoup de pousser le bon contenu, les bonnes rencontres, bon, tout ça. Il ne faut juste pas oublier aussi qu'un événement, donc oui, il y a une préparation, oui, il y a un rôle actif à jouer du côté participant, mais on revient aussi qu'à la base, l'organisation qui met en place un événement crée une expérience qui est positive, crée de la valeur ajoutée pour les gens aussi, et que c'est dans son rôle de créer un concept, en fait, et de choisir la bonne formule événementielle qui va faire en sorte que l'expérience et virtuelle et présentielle va être maximisée. C'est quelque chose qu'on n'a comme pas tout à fait parlé jusqu'à présent, que je voulais juste vraiment qu'on le mentionne, c'est que justement, comment scénariser une expérience en présentiel dans le contexte COVID, c'est qu'à la base, on part évidemment avec toutes les restrictions, les règlements qui vont être effectivement suivis à la lettre. Et après, c'est dire comment maintenant que j'ai ma base de règlement de distanciation, de nombre de personnes, etc., à partir de maintenant, comment je scénarise mon immersion. Donc, dans le cadre de MTL Connect, on a vraiment scénarisé 2 immersions de 3 heures chaque, à travers laquelle on prend en considération l'appropriation de contenu, d'avoir des activités participatives, d'avoir un volet contenu, d'avoir un volet réseautage. Mais un volet réseautage, en contexte COVID, on s'entend qu'il faut le scénariser. Ça ne peut pas juste se dire, de toute façon, MTL Connect ne mise pas juste sur les rencontres purement sans avoir fait une activité brise-glace ou quoi que ce soit. C'est dire comment je peux créer une activité en créant, exemple, des bulles de rencontres, en ayant une activité de ping-pong sans tabou, par contre, pour faire des débats. Une table de ping-pong, par exemple, on s'entend que c'est les grandes, donc j'ai le 1 mètre qui est 1,50 qui est actuellement respecté, donc on peut débattre sur des sujets. Comment est-ce que je peux créer une activité brise-glace qui, par la disposition de maison, de mon aménagement, je peux asseoir à distanciation de 4 personnes, mais faire une activité brise-glace qui va les faire travailler sur un défi de demain, par exemple. Donc, c'est vraiment c'est le rôle, en fait, pour moi, d'un événement, parce qu'à la base, c'est un peu ça, c'est d'amener de la valeur ajoutée aux participants, soit de leur apprendre un nouveau contenu, soit de les inspirer, soit de les faire rencontrer les bonnes personnes. Mais c'est dans le contexte du concept de la formule et de l'aménagement des espaces qu'on peut vraiment créer des expériences présentielles qui, encore une fois, je pense que c'est Maximilien qui pose la question, mais va donner le goût, en fait, de se déplacer puis de vivre ces 3 heures-là. Donc, actuellement, c'est beaucoup ça. On est dans des parcours, on est dans vraiment un accompagnement de A à Z. Donc, un peu comme Émilie le mentionnait tout à l'heure, à partir du moment que les gens arrivent à l'événement jusqu'à temps qu'ils en ressortent, c'est quoi tous les points d'animation, de pause, de contact qui sont existants en rassurant les participants en tout temps et en même temps s'assurant à ce moment-là que, voilà, que ça marche. On voit que les gens sont très curieux, hein, donc on va partir du principe que c'est pour l'événement MTL Connect. Est-ce que le réseautage est 1 à 1 ou peut inclure plusieurs participants? Alors, en ligne, on peut le faire soit one-on-one, soit inclure plusieurs participants parce qu'on peut créer une visioconférence à plusieurs participants ou même créer une table ronde avec plusieurs participants. Pour la portion en ligne, tous les jours, donc mardi, mercredi, jeudi, vendredi, de 8h à 10h, nous allons avoir des salons de réseautage spécifiques de 30 minutes chacun où justement on va avoir des animateurs de réseautage qui vont être là, qui vont pouvoir permettre aux participants qui sont inscrits et qui viennent de pouvoir échanger entre eux. L'objectif évidemment est de présenter les besoins, pourquoi on participe à MTL Connect, est-ce qu'on a des besoins spécifiques, etc. et d'entrer en contact en fait entre nous pour pouvoir s'échanger peut-être des conseils, des contacts, etc. Et en présentiel, on peut le faire soit one-on-one, soit jusqu'à 4 parce que les fameuses tables justement de réseautage peuvent contenir jusqu'à 4 personnes et on peut réserver ces tables-là via la plateforme aussi. En étant en présentiel, on veut utiliser la plateforme pour pouvoir réserver sa table pour qu'elle soit désinfectée et prête à l'utilisation au moment où on va vouloir y aller. Donc, Joanie, je t'ai coupé la parole parce que je voulais répondre à la question. Mais donc oui, il y a l'aspect effectivement expérience, etc., parcours. Est-ce qu'il y a aussi un volet technologique peut-être, le côté sans contact, etc. Comment on peut faire ça en ce moment? En fait, tu l'as bien dit, c'est de maximiser en fait les environnements sans contact. Et d'office, d'ailleurs, en fait, ce que j'espère, c'est que ça va peut-être aussi accélérer certaines organisations avec le côté éco-responsable aussi des événements où est-ce que le papier, dans le fond, n'est plus nécessairement nécessaire à plusieurs égards. Et que cette idée, dans le fond, technologique, pour moi, passe par l'application.
Puis un événement doit bien choisir sa bonne application pour sa création de ses besoins, comme dans ce cas-ci avec MTL Connect et Swapcard, c'est vraiment un très bon match pour le concept de l'événement, son contenu et tout. Et cette application-là devient un peu cette façon-là de valider, de scanner, de s'assurer en fait à ce moment-là aussi qui a droit à quel contenu, etc. en présentiel. Donc oui, on peut parler aussi de plusieurs bornes, en fait, ça existait déjà, mais en fait, il y a comme eu un marché de bornes sans contact, dans le sens qu'avec la détection de ma main, je peux passer du plan de salle à la programmation, par exemple. Il y a plein d'entreprises au Québec qui ont commencé à faire, au lieu que ce soit juste du coroplace ou des choses comme ça, c'est de la vidéoprojection pour mettre la distanciation au sol. Il y a des installations interactives qui permettent d'utiliser le téléphone, en fait, de chaque individu. Donc, à ce moment-là, on est en 100% correct en mode COVID, c'est chacun son propre outil. Alors, on est vraiment dans cette idée technologique de détection de mouvement, de détection d'appareils connectés, en fait, propres à chaque individu, qui permet d'avoir vraiment un environnement sans contact de l'accueil, dans le fond, jusqu'à la sortie. Voilà. Puis, en fait, c'est sûr que, oui, on est limité par rapport au sens du toucher à cause du contexte Covid, mais on peut utiliser tous nos autres sens. Donc, exact. Pour les personnes qui sont curieuses et qui souhaitent participer à l'expérience MTL Connect en présentiel, venez découvrir les surprises qu'on a pu justement mettre en place, créer, idéaté, c'est très bizarre comme idéalisé, non? Ouais, bon, bref, on a fait beaucoup d'idéations et il y a de très belles choses qui sont sorties. Donc, on vous invite grandement à venir nous rejoindre. On a une question, alors qui est peut-être davantage dans la cour de Walid. Quel budget prévoir pour la plateforme, sa personnalisation, la billetterie, etc. Je vous inviterai, Marika, à rentrer directement en contact avec Walid. Il va pouvoir répondre à toutes ces questions-là. Je ne peux pas répondre à sa place. Oui, il y a de la personnalisation, il y a des formations, il y a de l'accompagnement, on en a dès qu'on en a besoin, mais je vais vous inviter à vous diriger très gentiment vers Walid. Donc, ce qu'on voit en fait, c'est que qu'on soit un participant en présentiel ou en virtuel, il faut qu'on se prépare, il faut qu'on identifie pourquoi on participe à un événement, quels sont nos objectifs de manière à utiliser la meilleure formule, en tout cas la formule la plus gagnante pour pouvoir participer et considérer que notre participation a été une réussite à cet événement. Merci beaucoup vraiment pour ce partage très riche. Je pense qu'on a appris beaucoup de choses. J'espère que ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui sont partis avec des conseils, des pistes de solutions. En résumé, pour réussir sa participation à un événement hybride, le maître mot, on ne l'aura pas dit assez, c'est préparation. Identifiez vos objectifs de participation, connectez-vous à la plateforme de l'événement dès que possible. Petit rappel, pour MTL Connect, c'est le 4 octobre, lundi prochain. Inscrivez-vous aux sessions qui vous intéressent pour bloquer votre agenda et déjà l'avoir en fait dans votre agenda réservé. Prévoyez suffisamment de temps pour pleinement participer, que ce soit pour consommer le contenu, que ce soit pour réseauter, que ce soit pour faire des découvertes technologiques ou autres. Utilisez la technologie de la plateforme pour trouver les meilleures personnes avec qui connecter et échanger. Et enfin, soyez proactifs, visitez, commentez, connectez et rencontrez. Merci à tous d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Nous vous invitons à rejoindre l'événement MTL Connect qui aura lieu du 12 au 17 octobre en version hybride. Dépêchez-vous, la plateforme pour bien se préparer ouvre le 4 octobre. Au rendez-vous des conférences, des panels, des sessions de réseautage guidé, des ateliers, des exposants et de nombreuses surprises. C'est un rendez-vous, on se rencontre en ligne ou en personne à MTL Connect. Merci encore d'avoir été avec nous aujourd'hui et je vous dis à dans 2 semaines. Bye bye.